Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, en préambule de cette vidéo, j'aimerais tout d'abord faire un hommage et adresser toutes mes condoléances à la famille de Thomas. Donc Thomas qui s'est fait tuer il y a quelques jours, pour ceux qui suivent les actualités. Donc voilà, j'aimerais également saluer le courage de ceux qui ont décidé de manifester pacifiquement par la suite et qui se retrouvent aujourd'hui en prison. J'espère que ce courage pourra tous nous inspirer dans nos actions quotidiennes à partir de maintenant, quoi. Donc voilà pour ce préambule. J'en arrive donc au sujet de cette vidéo d'ailleurs que c'est la deuxième fois que je tourne parce que j'avais des problèmes de son. Donc voilà, normalement ça devrait être réglé. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, c'est un nouveau concept dans lequel je vais analyser donc une personnalité spécifique, donc qui est retransmise dans une vidéo que je vais analyser avec vous en fait. Ici c'est un essai en réalité que je fais, c'est-à-dire que je vais voir si ce concept fonctionne, c'est-à-dire si il est beaucoup regardé, s'il vous plaît, etc. Dans le cas où il fonctionne, je pourrais réitérer donc ce genre de format, mais s'il ne fonctionne pas, s'il ne vous plaît pas suffisamment, eh bien je ne recommencerai pas tout simplement. Il faut comprendre que mon but dans ce format et dans ce genre de vidéo, ça va être donc d'analyser la personnalité d'une personne spécifique à travers donc le masculin et le féminin, c'est-à-dire tel que je les ai nommés, l'ego du masculin et l'ego du féminin dans mes vidéos flammes jumelles que j'ai fait dans les années qui ont précédé. Donc voilà. Donc c'est important de les avoir vus pour bien comprendre ce que je vais dire, même si ce n'est pas absolument nécessaire, bien sûr. Voilà. Une dernière chose ici que je veux préciser, c'est que ici je ne suis pas comme tous ceux qui disent qu'ils ne sont pas dans le jugement, qu'ils ne jugent pas ce qu'ils entendent. Ici moi, pour pouvoir énoncer ma pensée de manière tout à fait transparente et dire ce que je pense sans langue de bois, j'ai besoin en fait de ne pas me limiter et de juger tout simplement ce que j'entends. Donc voilà, je juge tout à fait ce que j'entends dans ces vidéos que je vais analyser avec vous. Et donc c'est pourquoi aussi j'ai nommé cette vidéo donc un archétype féminin dans toute son horreur, puisque j'estime que ce genre de comportement est tout à fait horrible et n'est pas du tout souhaitable au sein d'une société harmonieuse et saine en quelque sorte. Donc voilà, cette vidéo va être assez longue, étant donné que cette vidéo normalement que je vais analyser va faire 37 minutes, mais je ne vais pas analyser les 37 minutes, je vais m'arrêter à 22 minutes 40, mais il n'empêche que cette vidéo va être assez longue. Voilà. Donc voilà, là on se retrouve en face de la vidéo que je vais analyser avec vous. Donc cette vidéo est sortie sur une chaîne YouTube qui s'appelle OnlyFemme, donc fait par ce monsieur qui est à gauche et qui s'appelle Tony. Donc c'est lui qui tient cette chaîne et qui interroge en fait les gens dans la rue, ou sinon comme ça en entretien personnalisé. Et donc la femme qui va être interrogée, elle s'appelle Daniela. Elle est à droite, donc dans ce cas-là c'est bien donc un archétype féminin que je vais analyser, mais ça aurait très bien pu être un homme, c'est quand même un archétype féminin. Ici c'est une femme en l'occurrence, voilà. Et donc Daniela, au début de la vidéo ils vont dire qu'elle a refusé de donner son âge, mais en l'occurrence le titre de la vidéo donne son âge. Cette femme a 55 ans, voilà. Et donc c'est parti, on va commencer à analyser la vidéo. Alors tout simplement, on a discuté et finalement elle m'a dit que tu étais toujours célibataire, que tu n'avais pas d'enfant, que tu n'étais pas marié, tu n'as pas voulu me dire ton âge. J'étais 11 et demi. J'attends encore que ça pousse. Ouais, du coup, première question. Donc déjà là on a déjà des informations, c'est une femme de 55 ans qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant. Et donc ça c'est déjà important à souligner, puisque une femme de 55 ans qui n'a pas d'enfant et qui est célibataire, c'est de nos jours en tout cas, ça veut dire qu'en fait c'est de sa faute en fait qu'elle n'est pas mariée et qu'elle n'a pas d'enfant, étant donné que de nos jours les femmes ont toujours beaucoup plus d'opportunités que les hommes pour se mettre en couple. Et donc si elle est célibataire, qu'elle n'a pas d'enfant à cet âge-là, c'est forcément qu'elle n'a pas fait les efforts nécessaires pour entretenir une relation durable de couple avec un homme. Donc on va continuer. Pour avancer le sujet,
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es toujours célibataire? À 28 ans, après une grosse histoire d'amour, mais une grosse, j'ai bien regardé les copines autour de moi qui se plaignaient de leurs compagnons, tous les divorces qu'il y avait autour de moi, les vieux couples au restaurant qui n'avaient rien à se dire. Je me suis dit, et une histoire d'amour peut finir comme ça? Allez, c'est pas la peine de le faire, il faut mieux ne jamais signer de contrat. Lorsqu'on est bien avec quelqu'un, on reste ensemble, mais 2 logements séparés. Et surtout pas d'enfants pour préserver la liberté. Donc voilà, là j'arrête encore une fois, mais c'est important, il y a beaucoup d'informations qui ont été transmises dans ces quelques phrases qu'elle a dit, qu'elle a prononcées. Donc tout d'abord, elle observe que eh bien, les relations de nos jours sont disharmonieuses, enfin voilà, ne mènent pas au bonheur, comme elle va le souligner par la suite. Et donc elle estime tout simplement que c'est un risque trop élevé de se mettre en couple aujourd'hui avec un homme dans son cas. Et donc elle ne veut pas tenter donc l'expérience parce qu'elle dit, elle estime que les histoires finissent toujours trop mal, ou la plupart du temps. Ici, ce qu'on détecte en fait, c'est son instinct de survie qui est très développé. C'est-à-dire qu'elle a une aversion au risque en fait. Elle refuse de prendre le risque de concrétiser une relation sérieuse, puisque en fait c'est trop risqué et que la plupart du temps ça finit trop mal. Donc ici on observe en fait c'est l'instinct de survie très développé qui se révèle chez elle dans ces phrases. Ensuite, deuxièmement, elle a dit, eh bien, ou sinon on vit, on est en couple mais séparément, c'est-à-dire dans 2 appartements séparés comme elle a dit. Donc ici ce qu'on observe c'est sa tendance à la fuite tout simplement. Parce qu'elle ne recherche pas la proximité. Ensuite, elle a dit qu'elle ne voulait surtout pas d'enfants, parce qu'elle voulait préserver sa liberté à tout prix. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui va revenir tout au long de la vidéo, mais c'est quelque chose d'important, cette histoire de préserver la liberté. Si vous avez vu mes anciennes vidéos sur les flammes jumelles, c'est quelque chose que j'ai souligné aussi très souvent, c'est-à-dire que cette peur de perdre la liberté qu'elle a, puisque c'est exactement ça en fait de quoi il s'agit, c'est une peur de perdre sa liberté, ça correspond en réalité à une peur du rejet, c'est-à-dire qu'en fait elle n'a pas envie de subir de contraintes ou d'oppression de la part de son partenaire, et donc pour ne pas subir de contraintes ou d'oppression, et pour pouvoir garder sa liberté absolue le plus possible, et pouvoir exercer sa volonté le plus possible, en l'absence de toute contrainte, et bien en fait elle va fuir tout simplement la proximité. Voilà, elle va vouloir absolument conserver sa liberté à tout prix, et donc ça c'est ce qu'on appelle la peur du rejet, caractéristique de l'énergie féminine. Donc on continue. Peut-être ça dépend des couples, non? Peut-être que tes amis c'était ça qui leur arrivait, mais pour toi ça aurait été différent. Je voyage assez, c'était en Italie, aux États-Unis, c'était partout. Je voyais des divorces partout, ou alors les gens vraiment qui tombent dans la routine. Et je me suis rendu compte que quand j'étais en couple aussi, ce qui m'est arrivé 3 fois de 18 à 28 ans, après 2 ans, 2 années et demie, on finissait par tomber dans une routine. C'est quand je quittais le mec. Donc là, juste à propos de la routine, elle relève en fait qu'elle a peur de la routine, elle n'a pas envie que la relation tombe dans une routine. C'est quelque chose qui va revenir aussi tout au long de la vidéo. Mais ça, c'est typiquement quelque chose qui est très féminin, puisque en réalité, ça reflète ce que je vais appeler la dépendance affective du féminin, puisque étant donné que le féminin fonctionne sur un mode émotionnel, il a besoin en fait de stimulation et de perturbation émotionnelle pour garder son attention dans la relation. Et en fait, ce que ça signifie, c'est tout simplement lorsqu'il va y avoir cette routine qui va s'installer, il va y avoir moins de perturbations émotionnelles au sein de la relation, et bien la femme, dans une énergie féminine ici, va tout simplement aller chercher une stimulation émotionnelle ailleurs, en dehors de la relation, et va pouvoir donc tromper ou quitter son compagnon du moment, tout simplement parce qu'elle ne reçoit plus la stimulation émotionnelle qu'il lui faut. Donc là, on est typiquement dans une dépendance affective féminine par rapport à ça. Que le mec commençait à courir après. Je changerai, reviens, mais je changerai. Vous croyez que je vais y croire après avoir donné 25 avertissements? Donc là,
elle nous signifie bien qu'en fait, elle est dans une énergie de fuite, comme je l'ai souligné, hein, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation, eh bien, en fait, elle va partir, elle va fuir la relation, voilà. Et en fait, elle signifie bien que les hommes avec qui elle a été en relation, eh bien, eux, ils étaient dans une énergie masculine, c'est-à-dire que lorsqu'elle partait, hein, eh bien, eux, ils poursuivaient, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une forme d'attachement à l'autre, et donc ils avaient absolument envie de cette proximité avec l'autre, hein, donc ils étaient dans une énergie masculine. Voilà. Est-ce que tu te sens plus libre après que tu aies quitté, on va dire, ce mode de vie, de couple et tout ça? Je me sens très libre. Je crois que les gens se marient parce que la société leur a enseigné ça. Les gens suivent le tracé qu'il y a dans les livres et au cinéma, ils ne s'interrogent même pas. Les femmes jouent aux États-Unis, Big White House and Children. Elles croient tout ce qu'elles voient au cinéma. Non. Si on a un enfant, il faut être très responsable. Ça aurait duré 20 années. Je me suis dit non. Donc là, elle nous sort l'argument du conditionnement. Elle nous dit que c'est un conditionnement social si on a envie de se mettre en couple, de fonder une famille, etc. Alors elle n'a pas tort, oui, c'est un conditionnement social en partie, mais c'est aussi quelque chose qui reflète nos besoins profonds intérieurs en tant qu'être humain. Et ce que je veux souligner surtout, c'est le fait qu'en réalité, tout est conditionnement social, c'est-à-dire que ça, c'est un conditionnement social, oui, mais le fait aussi de rechercher la solitude comme elle le fait et d'avoir une volonté de liberté absolue est aussi également un conditionnement social, puisqu'en réalité, tout est conditionnement social dans la société, tous les comportements. Donc voilà, cet argument est un petit peu bancal à mon sens. Hein. Il faut toujours de choisir si je reste avec le mec ou si je m'en vais voler ailleurs. Et je peux changer de pays comme je veux, je parle 4 langues. Pour donner un compte. Donc voilà ici également encore une fois la liberté qui revient, hein, c'est-à-dire qu'elle dit très bien qu'elle ne veut pas d'enfant pour ne pas avoir d'attache par rapport à l'homme et pour ne pas être obligée de rester avec lui parce qu'elle aurait cet enfant hein, qui le lierait de manière éternelle avec lui, au moins pendant 20 ans comme elle dit. Donc voilà, c'est pour une question de liberté et d'absence d'attache qu'elle dit qu'elle ne veut pas d'enfant. Hein. Contexte, c'est quoi ton histoire, d'où tu viens? Je suis née aux États-Unis quand j'avais de parents américains. Quand j'avais 1 an, ma mère m'a amenée en Italie où elle avait passé la plupart de son adolescence. Et c'est jusqu'à l'âge de 4 ans que j'ai vécu en Italie. Ensuite, elle m'a amenée chez mon père qui était un pied en Espagne, un pied en Californie. Elle m'a quitté en Espagne avec lui en me disant qu'elle revenait dans 1 heure. Elle n'est pas revenue pendant 10 ans. Mon père m'a mise en pensionnat en Espagne, puis j'ai été pensionnat en Suisse, puis pensionnat en France. Mon père, c'était en vacances. Il n'y a pas eu de structure familiale. Donc voilà, encore une fois, très important ici, elle nous dit comment s'est passée son enfance. Et donc elle nous dit très clairement qu'elle a été abandonnée à 4 ans par ses 2 parents, puisque sa mère est partie et que son père l'a laissée en pensionnat d'abord en Italie, puis en Suisse, en France, etc. Donc en fait, elle a été abandonnée par ses 2 parents à l'âge de 4 ans. Voilà, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'en réalité, elle a la blessure d'abandon, comme que je le précise dans mes vidéos, c'est-à-dire que en fait, ce qu'on va retrouver, c'est un archétype féminin, vraiment dans sa globalité, hein, avec premièrement une peur du rejet, qui se manifeste par une volonté absolue de garder sa liberté le plus possible et une peur de perdre sa liberté au contact de l'autre et de ses différentes relations. On a une blessure d'abandon parce qu'elle a été abandonnée par ses parents à l'âge de 4 ans. Ici, la blessure d'abandon est vraiment flagrante. Ce n'est pas quelque chose de plus subtil dans les énergies familiales, etc. Ici, elle a été matériellement abandonnée, très clairement, par ses 2 parents, donc dans sa structure familiale. Hein. Et donc, dernier point qu'on observe, c'est que suite à cette blessure d'abandon, donc, elle a adopté une tendance à la fuite. C'est-à-dire qu'elle-même, elle fuit lorsque ses relations se passent mal. Voilà, hein, c'est son premier réflexe. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle fuit. Voilà, ça c'est le premier réflexe. Et donc également, elle dit absence de structure familiale qui peut également refléter donc cette blessure d'abandon, étant donné que lorsqu'il n'y a pas abandon, il y a proximité, et donc avec la proximité, il y a forcément un cadre, une structure familiale, un certain ordre à respecter, qu'ici elle n'a pas dû à subir. Et donc ça explique aussi cette mentalité très chaotique du féminin, telle que je
décrit dans mes vidéos, qui est beaucoup lié à la volonté de liberté. Donc ça m'a quand même ouvert les yeux un peu plus sur la réalité qui peut s'avérer. En fait, comme tu as voyagé depuis tout petit, tu as une grande ouverture d'esprit, tu as vu des modèles différents. Oui, c'est vrai aussi que je suis née dans une classe sociale aisée, mais je suis très reconnaissante du fait que j'ai été tellement libre que j'ai fréquenté toutes les classes sociales. Je suis bien partout. Je peux aller à l'hôtel, je peux aller dans une auberge de jeunesse, je peux parler avec tout le monde. J'adore ça, alors que tes copines de pensionnat sont restées coincées. J'aime pas. J'ai changé de pays 16 fois. Souvent revenant vers les mêmes villes. Mais voilà, mon éducation, quand j'avais 6 ans, j'avais fait Italie, après être née en Amérique, Italie, Espagne, Suisse, donc je parlais 3 langues. Après ça, ça a été la France, après ça, ça a été 1 an en Argentine, 1 an en Espagne, 2 ans d'université en Amérique, je suis retournée 2 années à Florence en Italie, je suis retournée 1 an en Amérique, de nouveau Rome, maintenant c'est les États-Unis de nouveau, on ne peut pas être plus libre. J'ai une question. Donc voilà, ici également important à considérer, c'est-à-dire qu'en fait elle a prolongé cette idée de liberté, même à la liberté géographique, c'est-à-dire elle s'est détachée de toute attache, même matérielle, c'est-à-dire au niveau de son pays, de sa localisation. Elle n'a pas vraiment de patrie, elle n'a pas vraiment de nation, elle n'a aucune appartenance traditionnelle à un pays ou à une nation. Donc ça, c'est également très important à considérer pour la suite. C'est comment tu finances tout ça? Est-ce que c'est ton travail ou c'est parce que tes parents sont lésés et qu'ils peuvent te financer? C'est parce que je parle 4 langues. Par exemple, quand j'avais 24 ans, j'ai arrêté les études pendant 1 an. Je suis allée en Argentine. J'ai mis des annonces dans le journal pour donner des cours. Ça a été $200 par mois pour me payer la location d'un studio en Argentine. J'ai mis des annonces, j'ai trouvé un tas d'élèves. Ça, j'ai pu le faire à New York, à Madrid, partout. À Rome, je suis devenue interprète quand j'ai enfin fini mes études, traductrice. Donc j'ai travaillé pour les Nations Unies, le Parlement européen, CNN, ABC, Newsweek, les ambassades. Ça a été quand même du travail très intéressant. Mais il y avait souvent 3-4 mois où le téléphone ne sonnait pas. Par exemple, en hiver, il n'y a jamais de conférence. Et c'est là que j'avais des élèves. Donc, enseigner les langues, j'ai toujours fait ça depuis l'âge de 18 ans. Et quand on enseigne les langues, si on en a 4, on peut aller où on veut. Est-ce que tu as reçu de la pression pour avoir ce mode de vie sédentaire, te marier, avoir des enfants? Et si oui, comment tu l'as vécu? Ma grand-mère et mon beau-père, donc 3e mari de ma mère, donc 2 vieux, étaient les seuls qui n'arrêtaient pas de me dire qu'il fallait que je me marie. Au début, je me battais contre cette idée-là. Donc ici, important à considérer, elle insiste beaucoup sur le fait que ce sont 2 vieux qui insistaient pour qu'elle se marie. Mais ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à l'époque, donc selon l'ancien modèle, eh bien c'était la tradition justement de se marier. C'est-à-dire que les femmes recherchaient un homme pour se marier, les hommes recherchaient une femme pour se marier, et ensuite ils faisaient des enfants, etc. Et c'était comme ça dans la tradition, dans les mœurs, les coutumes des pays, c'était comme ça. Et donc c'est tout à fait normal que des personnes âgées eh bien, pensent de cette façon et poussent donc les jeunes générations à faire de même. C'est tout à fait normal, ils essayent de reproduire un schéma qu'ils trouvent vertueux, tout simplement. Et le problème ici, c'est qu'elle est détachée, elle et beaucoup de nos jeunes générations sont détachées de toutes ces traditions ancestrales, et donc c'est pour ça qu'elle critique le fait que ce soit des vieux. Il y avait trop de disputes quand je les rencontrais 1-2 fois par an. J'ai fini par comprendre qu'il fallait mieux leur dire qu'ils avaient raison. Je leur ai dit que je pensais comme eux. Quand j'avais un petit ami, je le cachais. Ou alors, si je le présentais, je disais, mais vous savez, les temps ont changé, il ne veut pas se marier. Plus personne ne veut se marier de nos jours. Moi, je voudrais bien, moi, je voudrais. Il ne veut pas. Et ça marche. Il faut pas. Quand il s'agit de religion ou de mariage, il faut dire, mais oui, je suis d'accord. Donc voilà, ici également très important, c'est-à-dire qu'en fait, elle admet elle-même que pour éviter le conflit, eh bien, en fait, elle opte pour le mensonge. Voilà, elle l'a dit très clairement avec ces mots. C'est-à-dire qu'en fait, là, elle reproduit, elle
elle perpétue un schéma de trahison. C'est-à-dire, voilà, elle a une tendance à la trahison, au mensonge, à cacher les choses, à ne pas les dévoiler. Hein, voilà, donc elle porte un masque social en quelque sorte. Voilà, hein. Donc très important à considérer parce que elle utilise justement ce stratagème pour fuir le conflit. Elle le dit elle-même, hein, elle ne veut pas se prendre la tête avec voilà, son entourage, etc. Si elle avait été dans une énergie masculine, elle aurait affirmé de manière authentique ce qu'elle pense et ce qu'elle souhaite, même s'il faut pour cela eh bien, user d'agressivité par exemple, hein, pour imposer son point de vue par exemple. Hein. Mais là, elle n'est pas du tout dans une énergie masculine, elle est dans une énergie féminine de trahison. Hein. Autrement, ça n'en finit pas. Est-ce que pour toi c'est impossible d'être libre quand on est en couple ou quand on a des enfants? C'est impossible. Alors, le mariage, parce que j'ai vécu en couple, mène à la routine. Vous savez, au début, on est traité comme princesse. Et puis, peu à peu, on nous donne pour acquise, surtout si on est très affecté. Donc là, encore une fois, hein, l'histoire de la routine, elle a peur de la routine, de la répétitivité eh bien, des journées, hein, voilà, globalement. Hein. Donc ça, c'est encore une fois, hein, comme je l'ai dit précédemment, c'est la dépendance affective féminine, étant donné qu'elle elle fonctionne sur l'émotionnel, sur un chaos émotionnel qu'elle n'a pas réussi à tempérer. Et bien, dès que émotionnellement c'est trop plat, elle va s'ennuyer et elle va partir. Hein. Et que le mec se rend vraiment compte qu'il peut compter sur nous. Et c'est seulement quand il nous a perdus qu'il se rend compte. Moi, ce que je remarque, c'est que les mecs ne quittent jamais les femmes. Les mecs ont besoin de compagnie. Les femmes sont beaucoup plus indépendantes. Donc, moi, c'est ce que j'ai toujours vérifié. Quand j'ai quitté les hommes, voilà, il a changé. Donc, très important également ici, hein, il faut bien comprendre l'indépendance féminine, hein, chose que j'avais déjà soulignée dans mes vidéos, puisque j'appelais le féminin l'indépendant. Hein. Alors ici, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça signifie du point de vue eh bien, d'un féminin, l'indépendance. Hein, puisque généralement, nous, en tant que masculin, lorsque l'on entend ça de la bouche d'une femme, hein, particulièrement, eh bien, nous, on va penser à l'indépendance financière, au fait de s'assumer financièrement. Mais ici, il n'est pas du tout question d'indépendance financière, hein, en réalité. Hein. Si elle dit que les femmes sont plus indépendantes que les hommes, c'est tout simplement parce qu'elle estime que les femmes eh bien, ne sont pas en fait dans l'attachement à l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont un comportement fuyant, un comportement de fuite, et c'est ça qui explique en fait qu'elle estime que les femmes sont beaucoup plus indépendantes, puisqu'elle dit elle-même, les hommes s'attachent à la femme. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans un mécanisme de poursuite, d'attachement à la femme, hein. Et donc c'est pour ça qu'elle dit que les hommes ne sont pas indépendants par rapport aux femmes. Hein. Mais pour revenir à votre question, avoir un enfant, c'est beaucoup d'amour, mais c'est une cage dorée pendant 20 ans. On va tout le temps être inquiet. Et je dis 20 ans, c'est le minimum. Je me suis dit non merci. T'as jamais voulu avoir des enfants? Oui, une chose aussi que j'ai oublié de dire par rapport à cette histoire de l'homme qui s'attache, elle insiste beaucoup sur le fait que c'est lorsque la femme, donc elle, commence à partir de la relation que l'homme va commencer à changer, hein, qui va vouloir faire des efforts pour qu'elle reste, etc. Alors ici, ce qu'il faut bien comprendre, ce qui se reflète ici de la part de la psychologie masculine, hein, c'est en réalité ce que j'ai appelé la peur de l'abandon. C'est-à-dire que la femme qui s'éloigne, eh bien c'est considéré comme un abandon, c'est une fuite, etc. Et l'homme a peur de l'abandon. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il ne veut pas que la femme parte. Et donc, forcément, pour qu'elle ne parte pas, il va vouloir faire des efforts. Voilà, hein. Et donc ça retranscrit ce que j'ai appelé la peur de l'abandon du masculin. Hein. Donc voilà, là on continue, là elle va parler encore une fois eh bien, du fait qu'elle ne veut pas avoir d'enfant pour une question de liberté. Hein. Je suis tombée enceinte 3 fois, et 2 des fois, il y avait un homme qui me suppliait de le garder, j'ai dit non. À avorter? Absolument. Et la 3e fois, ça a été une fausse couche. J'avais le rendez-vous pour avorter. Et puis, vous savez, quand on est enceinte, il faut le garder 2 mois et demi, 3 mois avant de pouvoir avorter. En tout cas, c'était comme ça avant. Quand j'ai vu que j'ai fait une fausse couche à la maison toute seule, j'ai organisé une grande fête. J'ai appelé toute la ville. J'étais à Rome. On a dansé jusqu'à 4h du matin. En fait... et donc ça, c'est une honte, hein, je trouve, hein, vraiment, c'est ce qui a justifié le fait que je nomme cette vidéo de cette façon, hein, c'est-à-dire un archétype féminin dans toute son horreur.
c'est-à-dire qu'en fait elle a un mépris total et complet pour la vie et pour la transmission de la vie particulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, malgré le fait qu'elle ait été enceinte 3 fois, hein, eh bien en fait elle a voulu se débarrasser de son enfant. C'est-à-dire les 2 premières fois elle a avorté, hein, tout en méprisant d'ailleurs la volonté de son compagnon du moment, c'est-à-dire du père de l'enfant, le père de l'enfant qui lui aurait voulu garder l'enfant, mais elle, étant donné qu'elle ne voulait pas garder l'enfant, eh bien elle s'est octroyé le droit d'avorter, alors que l'autre n'était pas d'accord. Donc ici, on remarque encore une fois cette volonté absolue de faire uniquement ce qu'elle souhaite, sans prendre en considération les avis des autres personnes qui partagent sa vie, qui sont censées avoir un pouvoir décisionnel sur cette décision, étant donné que ce n'est pas seulement son enfant à elle, mais c'est aussi l'enfant du père. Voilà. Et donc ici, c'est encore une fois la liberté, cette volonté de liberté absolue, sans vouloir subir de contraintes ou de pression extérieure de la part ici de son compagnon, qui est retransmis. En réalité, ici, elle ne veut agir qu'en fonction d'elle-même, c'est un comportement très égoïste, elle ne prend pas en considération l'avis des autres. Et donc, bien sûr, lors de la 3e fois qu'elle a été enceinte, et le fait qu'elle fasse une fausse couche et que ça suscite en elle beaucoup de joie, et que même elle fasse la fête à la suite de ça, je trouve ça que c'est littéralement honteux, et vraiment, je trouve que c'est absolument horrible. Ça t'a jamais intéressé d'être maman et d'avoir cette vie, quoi? Non, parce que ce qu'on nous présente dans les livres, la beauté du mariage, elle est pas réelle. Les gens qui sont mariés, qui ont l'air heureux, il y en a combien de couples sur 100? Peut-être 3, 4. Mais il y a beaucoup de routines, beaucoup d'ennuis. Sinon, les hommes mariés ne seraient pas là à chercher les aventures à droite et à gauche. Et j'ai trop d'hommes mariés qui cherchent ailleurs. Et je vois que les femmes s'emmerdent. Donc allez, non. Donc voilà, là, encore une fois, elle retranscrit le fait que d'après elle, dans les relations modernes, ça ne se passe pas bien, qu'il y a beaucoup trop d'ennuis, de routines, tout ça, etc. Mais en fait, c'est bien en fait de faire un certain nombre de constats, j'ai envie de dire. Voilà. On observe à l'extérieur que, dans certaines relations, sous certaines conditions, ça se passe d'une certaine façon, mais le but après, ça doit être, de faire en sorte que tous ces problèmes que l'on observe à l'extérieur ne se répètent pas dans notre vie à nous et dans nos relations à nous. Ça doit être ça le but. C'est bien d'observer à l'extérieur qu'il y a un certain nombre de problèmes, mais l'objectif, ça doit être de faire en sorte de ne pas répéter ces problèmes dans nos relations, de faire en sorte qu'ils ne surviennent pas. Et pour ça, il faut travailler sur notre relation, il faut faire en sorte de la rendre plus attrayante, moins routinière ou ce genre de choses. Mais ici, elle n'est pas du tout dans un comportement contrôlant, c'est-à-dire un comportement qui voudrait faire en sorte de contrôler en fait la relation dans laquelle elle se trouve pour que ces situations ne surviennent pas. Elle est dans un comportement de fuite, c'est-à-dire qu'elle observe que les relations ne sont pas correctes d'après elle, donc en fait elle va fuir tout simplement sans essayer de faire en sorte que la relation fonctionne. Voilà, c'est un comportement totalement irresponsable, encore une fois, et c'est un comportement de fuite, c'est-à-dire qu'en fait elle n'essaye même pas de faire en sorte que les choses fonctionnent, elle abandonne dès le début. Même tes proches te disent ça, tes amis et tout? Mes copines se plaignent tout le temps de leur mari. Et n'osent pas divorcer parce qu'elles ont peur de la solitude. Toi, tu n'as pas peur de la solitude? Vous savez, la solitude est plus grande si chaque nuit on va s'enfiler dans le lit près d'un autre corps alors qu'on voudrait ne pas y être. La solitude, elle y est, bien sûr. Mais moi je suis franche. La liberté et la solitude, ça va main dans la main. On va être très libre et de temps en temps il y aura des moments de solitude. Mais c'est mieux que l'ennui et la solitude en couple. Il faut savoir porter le fardeau. Quand tu seras plus âgé, on va dire, mamie, Oui. Tu n'auras pas peur justement d'être dans cette situation encore? Ça m'est venu à l'esprit, mais on ne peut pas vivre toute sa jeunesse en pensant
Enfin, on me l'a souvent dit quand j'étais plus jeune. Mais qu'est-ce que tu feras plus tard? Tu seras seul. Toute sa jeunesse, en pensant à plus tard quand on sera seul. Il se peut qu'à 45 ans, 55 ans, on soit écrasé par une voiture. Non, non, vivons la vie maintenant. Et ce qui se passera, se passera. Donc voilà, là encore une fois, mentalité très féminine, hein. C'est-à-dire qu'elle reste bloquée dans une sorte d'instant présent, de manière perpétuelle, et elle n'essaye pas de se projeter dans l'avenir. Elle n'essaye pas de prévoir ce qui pourrait arriver plus tard pour essayer de l'éviter ou de favoriser une certaine situation qu'elle souhaiterait. Et si elle laisse passer les jours l'un après l'autre, hein, tout en laissant venir ce qui vient, ou ce genre de choses, si on n'est pas du tout dans un comportement masculin, hein, c'est-à-dire que le comportement masculin, ça aurait été, ça aurait été de prévoir ce qui va arriver et d'essayer d'éviter ce que l'on redoute, par exemple, ou essayer de favoriser ce que l'on souhaiterait voir advenir dans notre vie. Ça, c'est un comportement masculin. C'est-à-dire qu'en fait, on voit, par exemple, qu'il y a une catastrophe qui se profile, d'après nous, et on essaye de l'éviter. Hein. Mais là, elle n'est pas du tout dans cette mentalité-là. Elle est dans une mentalité de on vit la vie au jour le jour. Hein. Donc ça, c'est très féminin, encore une fois. Et puis, je peux très bien aller vivre dans un pays merveilleux, aller au Mexique où il fait chaud toute l'année, la vie est facile, pas cher. Je veux dire, si jamais j'ai une grande maladie, il y a l'euthanasie de jour. Et puis au moins, je ne laisse personne derrière moi aussi. Donc là, encore une fois, mépris pour la vie, non seulement pour la transmission de la vie, qui est quand même le rôle de la femme, hein, que seule la femme peut transmettre la vie, hein, mais également mépris pour sa propre vie, étant donné qu'elle dit très bien que si quelque chose va mal, si elle pourrait être portée à trop de souffrance dans sa vie, si elle serait condamnée à ne plus ressentir tellement de plaisir parce qu'elle souffrirait trop, comme elle va le dire juste après, et bien en fait elle envisage l'euthanasie. Voilà, hein, c'est très clair. Qui souffre. Je peux mettre fin à mes jours quand je le désire. Parce que ça aussi, il faut le considérer. Si on arrive à 80 ans et qu'on n'est plus tout à fait mobile et qu'on souffre, mais autant partir, autant vivre jeune, bien s'amuser. Vous savez, vous voyez, c'est exactement ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle ne veut pas souffrir, elle veut avoir le plus de plaisir possible, elle veut s'amuser. Hein, voilà, c'est ce qu'elle dit. Il y a des mamies de 85 ans, de 90 ans, sur des patins, les rollers. Elles passent à toute vitesse, elles vivent comme des jeunes. Alors qu'en Europe, les femmes de 45 ans, 50 ans, je les entends dire « je suis vieille, je suis vieille ». Les hommes disent la même chose « je suis vieux ». Mais qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi pour moi. Bon. Donc important ici également à considérer, c'est qu'en fait, elle observe que les gens autour d'elle se disent vieux, âgés, etc. Alors qu'elle ne considère pas que ce soit quelque chose qui est réel. Mais cela reflète simplement son immaturité en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, elle refuse de grandir. Elle refuse à avoir à assumer des responsabilités qui sont attribuées aux adultes. Elle refuse à avoir des attaches matérielles. Elle refuse de faire un enfant pour devoir s'en occuper. Donc en gros, elle refuse de grandir et elle veut rester perpétuellement dans un état d'insouciance, dans un état dans un état enfantin. Voilà, c'est exactement ça. Et là, donc, on est encore une fois beaucoup dans un comportement très féminin, hein, qui refuse d'assumer ses responsabilités, qui refuse de grandir, qui veut rester dans l'enfance et dans l'insouciance totale la plus complète. Hein. Puisque je rappelle que le masculin, c'est celui qui est porteur de la blessure de rejet, et la blessure de rejet porte à l'évolution, c'est-à-dire à grandir intérieurement, hein, chose que ici, dans un archétype féminin qui n'est pas caractérisé par cette blessure-là, hein, on ne retrouve pas ces mêmes énergies. Hein. Dire à tes amis de quoi elles se plaignent. Ils s'engueulent, elles se plaignent, mais c'est l'ennui dont elles se plaignent. En fait, on voit chez elles, on voit dans leur expression la lassitude. Il y a une chanson française que j'ai entendue une seule fois à la radio en Amérique. La vie de célibataire, la solitude, la vie de couple, la lassitude. C'est Stromae, ça, non? C'est qui? Stromae. Donc vous le connaissez? Attends, je vais faire écouter là. Ah oui? D'accord. Bon, je viens de lui faire écouter la musique de Stromae que je mettrai en description. Je disais que c'était une chanson tellement réelle.
Est-ce que c'est pas ça le paradoxe? C'est que comme tu peux le dire, et même dans la musique, c'est que quand on est en couple, on va être seul, mais quand on est seul, on va être en couple ou accompagné. Les 2 premières années, on s'aime et c'est beau comme tout et ça peut être merveilleux. Mais tout tombe dans la routine et l'ennui. Vous pourriez dire que c'est à moi que c'est arrivé, mais je le vois chez les autres. Les gens qui bouffent au restaurant, qui n'ont rien à se dire, les couples. Après, dans la vie, est-ce que c'est pas ça aussi dans le sens où ça peut pas être toujours des paillettes, des aventures et tout ça, de l'excitation? Bien sûr, mais j'ai lu un article il y a 25 ans à peu près, quand j'habitais à Rome, qui disait que la nouvelle manière de vivre en couple, c'était, alors pour les gens aisés, une maison là, un patio et une maison là, donc il y avait le patio qui les partageait seulement, et puis sinon, les gens qui ont moins de moyens, chacun dans son appartement. Et moi, c'est depuis l'âge de 28 ans que j'ai comme règle, chacun dans son appartement. Donc voilà, ici encore une fois, très important hein, pour refléter un petit peu sa mentalité, hein, le fait de vouloir vivre séparément chacun dans son appartement, comme est-ce qu'elle le dit, hein, elle le précise, eh bien on est encore dans une mentalité de fuite, hein, de séparation, de vie séparée avec son conjoint, l'homme, etc., avec qui elle va vivre. Et ça, en fait, encore une fois, on est dans des exigences très féminines, en fait, hein, où elle veut absolument éviter cette proximité avec l'homme, parce que justement, elle a encore peur du rejet, elle a envie de conserver sa liberté à tout prix sans subir de contraintes ou de pression de la part de cet homme, puisqu'elle ne veut pas avoir à s'adapter à ses volontés, à ses désirs, voilà. Et donc, elle veut pouvoir vivre en toute indépendance, et c'est pour ça qu'elle veut vivre séparée de lui, hein, voilà. Et ça, c'est typiquement quelque chose que aucun homme n'aspire hein, à ce type de vie, et aucun homme ne devrait accepter ces conditions. Alors oui, il va y en avoir qui vont accepter ces conditions, hein, mais ça, c'est justement, ça reflète en réalité la dépendance affective du masculin, cette fois-ci, hein, qui n'est pas exactement la même, enfin qui n'est pas du tout la même du féminin. C'est-à-dire que dans la dépendance affective du masculin, pour conserver la relation avec la femme, hein, et donc ici en l'occurrence Daniela, eh bien ils vont accepter des critères comme ceci, c'est-à-dire ils vont sacrifier leurs aspirations vis-à-vis eh bien, de leur relation pour conserver néanmoins un semblant de relation avec bien, cette personne. Hein, voilà. Donc là on est dans une dépendance affective masculine hein, qui est caractérisée encore une fois par le rejet de leurs aspirations. Quand on est vraiment amoureux, on peut dormir 28 nuits ensemble, mais c'est merveilleux. Mais de savoir qu'on peut s'en aller, s'enfuir 3 nuits, c'est très sain. Et les mecs ne le comprennent pas. Mais ça pourrait aussi être parce que je tombe toujours sur des Italiens. Les Italiens, ils savent traiter les femmes. Ce sont les meilleurs mecs en couple, ils savent partager l'espace avec les femmes. Les Français, c'est froid, les Américains, c'est froid. Les Italiens, ils voudraient toujours qu'on soit là. Ils ne supportent pas de dîner seul un soir. Ils ne supportent pas de rentrer dans un foyer vide. Du coup, vu ta personne. En réalité, ce n'est pas que les Italiens, hein, d'après moi. C'est une mentalité masculine, hein, c'est une énergie masculine qui désire cela, puisque l'énergie masculine a une volonté eh bien, de proximité. Et donc, bien sûr, un homme, quand il rentre chez lui, il a envie de retrouver sa femme et ses enfants. Voilà. Et cela est tout à fait normal. Hein, voilà. En réalité, ce serait plus auprès d'un Français ou d'un Américain, non? Ça conviendrait. Surtout pas, ils sont trop froids. Les Italiens, comme ça, a grandi en famille jusqu'à l'âge de 40 ans. Eh ben, vous savez, quand on grandit en famille en Italie, il y a aussi la nonna, grand-mère. Il y a la tante qui descend du 3e étage préparer la pasta tous les jours. Il y a une sœur encore qui reste à la maison. Un homme italien est habitué aux femmes. Donc après ça, en couple, il sait gérer les femmes. Et si un jour on est de mauvaise humeur, mettons qu'on ait envie même de leur lancer une paire de baskets à la gueule, vous savez quoi 2 heures après, c'est pardonné. Un Américain, on lui fait ça, et c'est la gueule pendant 3 jours, et 3 semaines après, on nous le rappelle. Parce que c'est pas politically correct. Oui, exactement. C'est parce que ce n'est pas quelque chose de correct. Cela signale un manque de respect vis-à-vis de l'homme. Hein. C'est-à-dire que si elle se permet de lui jeter des affaires à la figure
eh bien cela veut dire que cette femme ne le respecte pas suffisamment. Hein. Il faut savoir qu'un homme, ce qu'il recherche chez une femme, c'est aussi le respect. Et un homme devrait en fait refuser toute situation humiliante comme ça, hein, où justement il ne se fait pas respecter par la femme. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui refusent bien de s'engager avec une femme, puisque tout simplement ils ne sont pas suffisamment respectés par cette femme. Hein. C'est-à-dire que tu fais un mix des deux en fait. Comment ça? Tu fais un mélange américain-italien. Mais non, les Américains, ça se masturbe. Ils sont heureux à se masturber seuls devant l'écran entre quatre murs. J'en veux pas de cela. Ils savent pas partager. Alors que les Italiens, ils savent partager un espace parce qu'ils ont partagé avec autant de familles. Et les Américains, c'est dépourvu de race. Ils ont une mère alcoolo qui s'est mariée 3-4 fois. Ils ont changé d'état chaque fois qu'elle se mariait. Après, ils ont encore changé d'état pour les études. Et puis encore pour travailler plusieurs fois. On les trouve à 40 ans. Ils ont vécu dans 8 états différents. Ils n'ont qu'une base. Ils ont toujours vécu seuls. Donc ils sont très bien avec leur main droite entre quatre murs. Je passe un petit peu sur cette question de la masturbation. Elle va revenir un peu plus tard dessus de toute façon. Ici, ce que je veux relever, c'est surtout le fait qu'elle souligne que l'homme, en fonction de sa nationalité, de sa localisation, n'a pas le même comportement, ne va pas agir de la même façon. Mais ici, ce que je veux souligner, c'est que cela est tout à fait normal. Cela fait partie de la coutume, des mœurs qui sont inscrites dans la tradition du pays dans laquelle on a vécu, dans laquelle on a grandi, dans laquelle on s'est conditionné en quelque sorte. Et ici, le problème, c'est que si cela la dérange, si cela la choque, c'est parce qu'elle n'a aucune attache en fait géographique, c'est parce qu'elle n'a aucune tradition vraiment culturelle dans l'esprit, qui est bien ancrée dans l'esprit. Et c'est parce qu'en fait, elle n'est ni italienne, ni suisse, ni française, ni américaine, ni rien de tout ça en fait. Elle est tout à la fois. Et donc forcément, c'est quelque chose qui va la déranger. Hein. Je sais que vous penserez que c'est parce que maintenant il y a la porno, où est-ce qu'on dit porn en français? Oui. La porno online. Mais quand je suis allée vivre aux États-Unis en 2002, c'était pas le big thing, la porno encore. Hein. Non, c'est que les Américains ont grandi très en intimité avec leur main droite. Trop. Depuis l'âge de 17 ans. Parce qu'à l'âge de 17 ans, ils s'en vont chez eux. Voilà, ça commence avec la main droite. Et maintenant, en plus, c'est la porno. Et aujourd'hui, il y a OnlyFans. C'est quoi? Je vais connaître dans pas longtemps. Ah, ça fait une quinzaine d'années que je dis bientôt on entrera dans le Apple Store pour le nouveau Mac et on nous dira vous voulez le rose ou vous voulez le bleu? Et le rose, on appuiera sur un bouton et il y aura une spirale qui sortira pour satisfaire la femme. Et le bleu, on appuiera sur un bouton et il y aura une concavité qui se formera. On rigole, mais... Donc là, ça fait un peu cheveux sur la soupe, c'est un peu difficile de comprendre pourquoi est-ce qu'elle dit ça ici, puisque j'ai l'impression qu'elle parle de sextoy ou de ce genre de choses, alors que ça n'a un peu rien à voir avec la vidéo. Mais bon, passons. Ça peut être vrai, hein? Moi, je le prévois depuis 15 ans. Hein. Et pour en revenir à toi, par exemple, imagine que tu rencontres un homme, mais justement, ça te permet d'avoir une certaine liberté aussi, où il a son chez lui, toi, tu as ton chez toi, et vous vous retrouvez et vous construisez quand même quelque chose avec. Ça te conviendrait ou pas du tout? C'est toujours comme ça que je l'ai fait, parce que je voulais. Les mecs disent toujours non, allons vivre ensemble. Mais parce que je tombe sur des Italiens, surtout parce que je suis presque plus italienne maintenant, parce que j'ai passé la moitié de ma vie là-bas. Ça fait plus de 30 ans que les Italiennes disent non au mariage. Donc là-bas, les couples restent ensemble mais ne se marient pas. Les hommes voudraient tous se marier. Ce sont les femmes qui disent non. Donc moi, bien sûr, construire quelque chose ensemble, mais absolument. Et t'as jamais voulu des enfants en fait, c'est ça qui conditionne aussi. C'est trop une prison dorée. Beaucoup d'amour, mais tout le temps m'inquiéter toute la journée au lieu de vivre. Non. Je veux dire, le monde... Voilà, encore une fois, elle le dit bien, si elle ne veut pas d'enfants, c'est parce qu'elle considère que c'est une prison, que sinon elle va devoir trop s'inquiéter, qu'elle aurait trop de responsabilités. Et donc voilà, on est typiquement dans la mentalité féminine par rapport à ça. Des grands voyageants. La seule manière d'être heureux, ce n'est pas celle qu'on nous a racontée dans les livres quand nous étions petits. Et les gens n'utilisent pas assez leur cerveau.
les femmes surtout, pour penser, est-ce que ce truc est vraiment pour moi? Il faut se poser la question, c'est quelque chose de très sérieux de mettre un enfant au monde. Il faut très très bien le faire. Je me suis dit, c'est pas pour moi. Et aujourd'hui, et même depuis que tu as choisi ce mode de vie, tu te sens plus heureuse? Absolument, absolument, je n'ai aucun regret. La liberté, c'est beau. Il y a cette notion de rechercher le bonheur à tout prix. Le fait d'être heureux, qu'ils n'arrêtent pas de dire depuis plusieurs minutes déjà, que en fait, cela présuppose que le but de la vie, ce serait d'être heureux, ce serait d'être épanoui ou ce genre de choses. Alors ce sujet mériterait que je fasse une vidéo à part entière sur cette notion du but de la vie, du fait d'être heureux ou ce genre de choses, puisque en réalité je considère que le but de la vie ce n'est pas d'être heureux en réalité, puisque cette mentalité ne peut mener qu'à ce type de profil, qu'à ce type de vie, c'est-à-dire que pour éviter tout malheur, eh bien ils vont fuir tout ce qui pourrait apporter le malheur, ou tout ce que intellectuellement ils verraient comme quelque chose de malheureux. Et donc au final, ils ne vont rien accomplir. Donc ça c'est un problème vraiment fondamental dans la mentalité, mais cela fait aussi également partie d'une idéologie ambiante qui circule de nos jours dans nos sociétés, et que l'on appelle l'hédonisme, mais il faudrait que j'en parle dans une autre vidéo. Il y a de la solitude, absolument. Mais vous savez, de nouveau, ça va avec la liberté. L'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Les gens qui ont peur de la solitude restent intrappolati. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Je ne sais pas, mais c'est intrappolati. Ils restent coincés dans la vie de couple. Voilà, donc ici elle dit très bien, les gens qui ont peur de la solitude, donc autrement dit les gens qui ont peur de l'abandon, restent attachés à l'autre. Voilà, parce qu'ils ont peur de l'abandon, c'est tout à fait logique qu'on le comprenne comme ça. Attachés à quelqu'un d'autre, dont ils se plaindront toute la vie, juste pour avoir un corps à côté d'eux au lit la nuit. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non. Parce que j'ai l'impression que toi, t'as pas peur en fait d'être seul, même si on va plus loin de mourir. Vous avez très bien compris. Je n'ai jamais eu peur de la mort. Jamais, jamais, jamais. Si on est mort, on ne souffre pas. J'aurais eu peur de laisser un enfant au monde. Donc voilà, là il le dit bien également que si elle n'a pas peur de la mort, c'est parce qu'elle n'a aucune attache matérielle dans le monde. C'est parce qu'elle n'a pas voulu avoir d'enfant pour conserver sa liberté, et donc elle n'a pas peur de la mort, parce qu'elle ne laissera jamais personne derrière elle. Pareil, elle n'a pas d'attache au niveau d'un compagnon de vie, elle n'a aucune attache en fait, ni même nationale ou quoi que ce soit, donc forcément, elle n'a pas peur de la mort, et étant donné qu'elle considère que le but de sa vie c'est d'être heureuse, et que forcément lorsque tu es mort, eh bien tu ne souffres pas, et donc eh bien tu n'es pas heureuse en quelque sorte. Et donc forcément elle ne peut pas ne pas avoir peur de la mort. Si tu as peur de la mort, c'est parce que eh bien soit tu as une attache matérielle dans le monde qui t'empêche en quelque sorte d'avoir l'esprit tranquille lorsque tu partiras, ou sinon c'est parce que tu considères que tu as quelque chose à accomplir sur la terre et que tu n'as pas eu encore le temps de le faire correctement jusqu'au bout. Et donc dans ce cas-là, bien sûr, eh bien, tu vas avoir peur de la mort puisque tu aurais besoin de plus de temps et tu n'as pas envie encore de partir maintenant. Voilà. Là où il faut avoir peur de mourir. Mais si je laisse pas d'enfant, ça va. Il ne faut pas avoir peur. Il faut vivre à fond. Vous savez, je vais même vous confier, je souffre d'épilepsie. Je vis avec 5 crises d'épilepsie par mois qui durent 1 minute seulement. C'est rien, mais quelquefois je me casse des os en tombant. Eh bien, vous savez, je me lance quand même dans ma mer et je vais nager bien loin à Los Angeles. Et je me dis, mais il faut vivre à fond. Ce qui se passe, se passe. Est-ce qu'il y a eu un événement qui t'a fait vivre comme ça, ou t'as toujours été comme ça depuis petite? J'ai toujours été comme ça. Mais je crois que c'est la grande indépendance avec laquelle j'ai grandi. Ça ne peut être que ça. Alors, je sais que mon cas est extrême. Donc très très important ici encore une fois ce qu'elle vient de dire, c'est-à-dire qu'en fait elle le sait très bien pourquoi est-ce qu'elle a ce comportement. Ici Tony lui demande pourquoi est-ce qu'elle a ce comportement et elle dit très bien que c'est à cause de la grande indépendance dans laquelle elle s'est développée, dans laquelle elle a grandi. Grande indépendance qui provient
comme je l'ai précisé précédemment, eh bien de sa blessure d'abandon, elle a été abandonnée par sa mère et par son père à l'âge de 4 ans. Eh bien forcément, elle a vécu dans l'absence d'une structure familiale coordonnée et ordonnée. Elle a vécu dans une grande indépendance où elle a dû se débrouiller toute seule pour vivre, pour grandir, donc dans une blessure d'abandon. Et donc c'est exactement pour ça qu'elle a développé cette mentalité, qu'elle a développé cette peur du rejet, cette volonté absolue de liberté ou de peur de perdre sa liberté. Et donc elle le sait très bien pourquoi. Je ne veux pas dire à toutes les femmes, suivez mon exemple, parce que moi ça a été une famille de divorcés, des parents qui n'ont pas été là. Les femmes devraient tout de même, vraiment, même si elles viennent de familles unies, réaliser que beaucoup de ces familles unies ne sont pas toutes heureuses, que leurs parents souvent ne sont pas heureux, que d'avoir un enfant c'est une grosse charge, que c'est une grosse prison, et de nouveau que la vie ne doit pas être comme on la raconte dans un livre. Donc voilà, encore une fois, ça revient, cette recherche du bonheur, cette recherche de légèreté, cette envie de ne pas avoir à porter de charge, de responsabilité, enfin tout ça revient encore une fois. Qu'elles peuvent être plus libres que ça, qu'il y a plusieurs manières d'être heureux. Qu'est-ce qui te plaît dans la liberté? Faire ce que je veux, rester au lit tard le matin, dire à mes étudiants, oui j'enseigne à partir de 3 heures de l'après-midi. Bon, sauf quand il y a de l'interprétariat, la simultanée, là il faut se lever, mais c'est juste quelques mois par an. Après, pour être libre, il faut aussi être responsable de sa propre vie. Oui, bien sûr, il faut avoir le sens des responsabilités, et je suis très reconnaissante du fait que je ne sois jamais tombée dans l'alcool, dans les drogues. Alors très important, justement comme le dit Tony, il y a la responsabilité qui rentre en jeu, mais comme je le précise depuis le début, cette femme a peur de prendre ses responsabilités, d'avoir des responsabilités, donc en réalité elle n'est pas responsable. Et ce qu'elle dit par la suite, qu'elle est reconnaissante de ne pas être tombée dans la drogue ou dans l'alcool ou ce genre de choses, cela n'a rien à voir avec la responsabilité. Donc voilà, cela n'a pas de sens. Est-ce que pour toi c'est un sacrifice le fait d'être mère et le fait d'être mariée et tout ça? Sacrifier sa propre vie? Absolument, parce que le mec peut faire ce qu'il veut. Quand les mecs ont voulu des enfants avec moi, moi je leur ai dit, si j'étais homme, je ferais comme toi, j'insisterais. Parce que si un jour quelque chose se passe entre nous, on se sépare, toi tu peux refaire ta vie. Et tu auras ton enfant 2 week-ends par mois. Moi je serais clouée avec un enfant et avec un travail. Parce que... alors cela, ce n'est pas totalement vrai, puisque en fait ce qu'elle dit, c'est que elle dit qu'elle aura la charge de l'enfant. Alors c'est vrai que dans nos sociétés occidentales, c'est souvent à la mère que l'on donne la charge de l'enfant, presque même tout le temps, mais en l'occurrence, si même la mère refuse d'avoir la charge de l'enfant, elle peut très bien céder la charge de l'enfant au père, et je suis persuadé que le père ne refuserait pas du tout d'avoir son enfant à charge, au contraire, et donc elle pourrait très bien ne pas avoir la charge de l'enfant, encore une fois, donc cela n'est pas un vrai argument. D'une certaine manière, en fait, faire des enfants, c'est comme si on transmettait quelque chose. Toi, si tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu aimerais transmettre? Ou est-ce que tu le fais déjà même? Je transmets beaucoup à mes étudiants. J'organise des groupes dans des cafés, je leur enseigne les langues en riant et en parlant de tout. On regarde les gens autour de nous, on les décrit, on parle de la vie de tous les jours, je leur demande comment vont leurs relations d'amour, on parle beaucoup de sexe aussi, on parle de tout. Donc je crois que je leur transmets beaucoup de cette manière-là. Je crois que c'est pour ça que j'en ai qui restent avec moi, ils sont depuis 1 an et demi, 2 ans, facile. Parce que c'est 1 fois par semaine, ils savent que de pratiquer régulièrement c'est bon, mais je crois que le fait que je parle aussi ouvertement, sûrement leurs parents ne l'ont pas fait, je crois que je suis en train déjà de beaucoup transmettre. Parce qu'ils se confient beaucoup à moi. Indirectement, c'est comme si c'était des enfants, parce que tu leur apprends des choses. Je sens ça un peu, Ils ont 25 ans, 30 ans, et je les adore. Au début... Donc voilà, ici également très important, c'est-à-dire que Tony fait bien remarquer à cette dame qu'en fait elle traite ses élèves comme ses enfants, c'est-à-dire qu'en fait elle a un comportement maternel avec eux et elle leur enseigne
eh bien, ce qu'elle sait, hein, son savoir au niveau des langues, voilà. Et donc, en fait, il lui fait bien comprendre que c'est comme si elle avait eu des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, si cette Daniela n'avait pas avorté et avait fait l'effort, eh bien, d'avoir des enfants et de s'en occuper, elle aurait très bien pu, au lieu d'enseigner à ses étudiants, eh bien, enseigner et faire grandir ses enfants à elle, sauf qu'elle ne l'a pas fait, voilà. Et tout ça parce que, eh bien, elle a cette peur du rejet, cette peur de perdre sa liberté, tout ça, alors que au final, eh bien, elle fait exactement la même chose qu'elle aurait fait avec ses enfants, mais elle le fait avec d'autres personnes, hein, voilà. Il me voyait de manière bizarre parce que je parle vraiment de tout pour les faire rire. Je sais pas, à une dame passée, je disais, regarde le gros cul, est-ce qu'elle est ton type? Est-ce que tu aimes les gros culs, ou est-ce que tu aimes les gros nichons? Alors, ils voyaient que je parlais de tout librement comme ça. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils n'avaient pas confiance. Maintenant, ils ont compris que je ne suis pas quelqu'un qui leur saute dessus du tout, que c'est ma manière libre de parler, et on parle de tout. Alors ici également important, hein, c'est-à-dire qu'en fait, même au niveau de la parole et de la communication, elle veut se libérer de toute contrainte et de toute bienséance, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, parler de ce genre de sujet à des inconnus, c'est quelque chose qui devrait être tabou. C'est quelque chose qui est tabou d'ailleurs, hein, parce que c'est quelque chose de vulgaire. Ce n'est pas quelque chose que l'on parle ouvertement, hein. On peut en parler avec des amis très proches, voilà, mais ce n'est pas un sujet sur lequel on peut palabrer de manière ouverte comme ça à n'importe qui, hein. Et ici, cela démontre bien juste une vulgarité chez cette femme, hein. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai demandé à une étudiante, Anita, alors, est-ce que tu as trouvé un petit ami? Et elle m'a dit, le tout en espagnol, non. J'ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, mais tu sais, les hommes, les garçons n'abordent plus les femmes comme autrefois. Ce qui est trop vrai. Et c'est parce que les hommes restent chez eux avec leur main droite. Et l'ordinateur. Donc voilà, hein, là encore une fois, elle revient sur cette notion de les hommes ont changé, les hommes n'abordent plus les femmes comme avant, etc. Voilà, ça fait partie de ce genre de femmes qui vont souligner le fait que les hommes ont changé, ce qui est vrai, mais le problème c'est qu'elles ne pointent pas la bonne origine à ce changement. Elles ne regardent pas si de l'autre côté, au niveau des femmes, eh bien, elles n'auraient pas également changé, si elles seraient moins attrayantes, par exemple, pour la jante masculine, et si ce n'est pas pour ça que les hommes abordent moins ou séduisent moins les femmes, hein, par exemple. Hein. Puisque son argumentation à dire que c'est parce que les hommes sont bien avec leur main droite, comme elle le dit, c'est totalement faux. Ça peut être peut-être une conséquence de cet état de fait, mais ce n'est absolument pas la cause. Hein. La cause, c'est parce que les femmes sont moins attrayantes pour les hommes. Hein. C'est parce que les femmes ont changé de mentalité, hein, principalement. Et donc, voilà, les hommes ne sont plus poussés à les aborder comme autrefois. Mais ici, je vais m'arrêter au niveau de cette vidéo. Après, elle dit aussi des choses intéressantes. Hein. Vous pouvez aller la voir, je mettrai la vidéo en commentaire, enfin pas en commentaire, en description, pardon. Mais globalement, ça se répète beaucoup, hein. Ça va toujours tourner autour de la liberté et de ce genre de choses, hein, choses que j'ai déjà analysées dans cette vidéo. Et donc, pour conclure cette vidéo, j'aimerais faire une citation, enfin énoncer une citation d'un auteur qui s'appelle Octave Mirbeau, et qui écrivait à l'époque dans un journal, hein, qui s'appelle Le Journal, qui a écrit un article notamment le 20 novembre 1892, c'est-à-dire il y a à peu près 130 ans aujourd'hui. Voilà. Donc ce qui est important à savoir avant que je cite cette citation, c'est que il a écrit ça après avoir lu Lilith, hein, Lilith qui est une partie de la Bible, voilà, parce que c'est un personnage qui provient de la Genèse, voilà, qui a vécu dans la même époque que Adam et Ève. Donc voilà Lilith. Et donc il a écrit ça le 20 novembre 1892, où il disait, citation, « Le jour où les femmes auront conquis ce qu'elles demandent, le jour où elles seront tout sauf des femmes, s'en sera fait de l'équilibre de la vie humaine. » Alors là déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il dit ça, il
il entend par là le jour où les femmes travailleront comme les hommes globalement, c'est-à-dire auront conquis les postes de travail normalement réservés aux hommes à l'époque. Voilà, il dit, ça en sera fait de l'équilibre de la vie humaine. Il dit ensuite, et Lilith réapparaîtra avec son ventre à jamais stérile et souillé de veines de désolante fornication. Fin de citation. Donc voilà, c'est très important et ça me paraît très prémonitoire, surtout comme manière de décrire les choses. Je rappelle qu'il a écrit ça il y a 130 ans et je trouve que c'est très représentatif de ce que l'on observe chez cette femme, mais aussi chez d'autres femmes de nos sociétés modernes. C'est-à-dire qu'il dit bien que le jour où les femmes seront tout sauf des femmes, c'est-à-dire qu'elles occuperont tous les postes normalement réservés aux hommes et qu'elles feront le travail normalement attribué aux hommes, eh bien, il dit Lilith réapparaîtra avec son ventre à jamais stérile, c'est-à-dire qui n'a jamais enfanté, qui n'a jamais fait d'enfant, et cela n'est pas dû au fait qu'elle n'ait eu aucune relation sexuelle, puisqu'il dit que son ventre serait souillé de veines et de désolante fornication. C'est-à-dire qu'elle a eu des fornications, elle a eu des relations sexuelles, c'est juste que ces relations sexuelles n'ont pas porté leurs fruits, n'ont pas mené en fait à une grossesse aboutie, n'ont pas mené à l'accouchement. Donc voilà, ça c'est exactement en fait le cas que l'on observe dans cette vidéo avec cette femme qui a avorté par peur de perdre sa liberté, voilà. Donc ça me paraissait important de citer cette citation ici. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de la vidéo que j'ai passée aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous l'avez aimé pour me signifier que ce format vous plaît. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté.